En 1082, la ville de Kaifang s'appelait alors Bianliang et était la capitale de la dynastie des Song. Ce jour-là, les gens circulaient dans le palais impérial, l'air stressé mais joyeux. L'empereur Shenzong allait avoir un autre enfant. Au même moment, dans la bibliothèque impériale, il soupirait devant un portrait de Liu, dernier empereur des Tang du Sud. Il est finalement rentré au palais juste à temps pour entendre les premiers cris de son fils qui venait de naître. On disait alors que c'était Liu qui s'était réincarné en ce prince et qu'il était destiné à être talentueux et distingué. Il est devenu plus tard l'empereur Huizong avec le nom de Zhaozi. Durant 120 ans, la dynastie Song n'a pas connu de guerre avec la dynastie Liao grâce au traité de Shanyuan. Zhenzong l'avait signé pour échanger la paix contre de l'argent. La dynastie ne manque pas d'argent mais peine à assurer la sécurité de ses frontières. Cependant, l'argent ne peut empêcher éternellement les envies de pillage. Et la culture poétique des Song a l'air bien fragile devant la force militaire. En 1127, suite à l'invasion de la capitale, les Jurchen capturent Huizong et son fils Qinzong. Leurs richesses et leurs œuvres, dont la peinture célèbre de Zhang Zeduan, sont emportées dans un déchaînement de brutalité. Talentueux pour les arts, mais incompétent à son poste d'empereur, Huizong termine exilé dans la froidure du Nord. Il perd sa réputation, sa fortune, son honneur et subit toutes sortes d'humiliations. Un destin qui rappelle celui de l'empereur Liu. 3 ans plus tard, Huizong meurt dans la ville de Wuguochang, sous le contrôle de la dynastie Jin. Aujourd'hui, il s'agit du district de Yilan, dans la province du Heilongjiang. Impacté par cette guerre, la fabrication de la porcelaine n'a pas pu échapper au malheur. Parmi les 5 types de porcelaine, les sites de production du Zhou, du Jun, du Guan et du Ding
se situait au nord, en zone conquise. Le Zhou n'a lui survécu que 20 ans. Des vestiges de porcelaine Zhou et Jun n'ont été découverts que dans les années 70 et 80. Quant au site qui abriterait des vestiges de porcelaine Guan, il est encore enseveli par les sables du fleuve Jaune sous la ville de Kaifang et est donc difficilement accessible. Après la chute des Song du Nord, la dynastie, rebaptisée Song du Sud, fuit vers le sud et doit se contenter d'une partie seulement du territoire chinois. Elle choisit de s'établir à Hangzhou, s'appuyant sur l'abondance de cette région. Les Song du Sud suppriment par ailleurs les coûts du transport fluvial. Le souvenir des humiliations du passé est encore vivace chez Zhaoguo, le premier empereur des Song du Sud, qui s'adonne à la calligraphie. Lettré, Zhaoguo n'a pourtant lui non plus pas l'étoffe d'un grand empereur sur le plan militaire. Dans les livres historiques, on peut trouver le récit que les Song du Sud ont construit un four officiel baptisé Xiuneise, en suivant le modèle de Huizong. Mais aucun site historique n'a jamais été identifié, empêchant de retrouver des vestiges. En 1956, un autre four officiel de l'époque, le Diaotanxia, a par contre été déterré à Hangzhou. La porcelaine d'ici est plus gracieuse et tendre que celle des Song du Nord. Dans la province du Zhejiang, Longquan est connu pour ses épées, mais aussi pour ses céladons. Contrairement aux couleurs sombres de la céramique Yue et de celle de Yaozhou, les céladons de Longquan, avec leur couleur rose-grise, sont magnifiques. 瓷器在这历史阶段，不光是让说是让这个入关搁那，全国领域的都在创新。你看磁州窑啊、耀州窑啊、龙泉窑系的这个青瓷类型的青白瓷这一类，这都在发现很多。不但那样，还同时还在互相模仿，所以就是一个大发展的一个时期。 La porcelaine des Song du Sud doit sa renaissance en partie à une situation embarrassante. Lors de la dynastie des Song du Nord, des tribus nomades avaient déjà occupé le nord de la Chine. Pendant les Song du Sud, la route terrestre de la soie était complètement coupée. Alors, sous l'influence des Khitanes, l'ouest de l'Eurasie ignorait ainsi l'existence des Song. Aujourd'hui encore, la prononciation du mot Chine en russe ressemble beaucoup à Khitan. Pour développer le commerce, la Chine oriente ses activités vers la mer. C'est ainsi que la route maritime de la soie gagne ses heures de gloire. Le Shebose commence à jouer un rôle plus important à partir de cette époque. Il est alors facile aux chevauceux de gagner des millions grâce à leur gestion efficace. Même l'empereur Gaozong est excité par ces profits énormes. Huizong considérait la porcelaine comme un trésor, tandis que Gaozong, lui, s'aperçoit de sa valeur commerciale. Sous Gaozong, les chevauceux de Quanzhou, Guangzhou et Mingzhou reçoivent 2,5 millions de sapèques d'impôts, soit le quart du montant total au niveau national. À Quanzhou, la porcelaine se vend au même prix que l'or. 南宋偏安一隅，南宋他所掌握的地方就是浙江、福建、广东，还有这个江南，就是长江以南啊这一块。那么它的整个经济发展也好，国力发展也好，是很有限的，它的税收都有一定的问题。所以南宋鼓励贸易，我们发现南宋对于海外贸易是鼓励的。虽然它还是一个农业帝国的这一种思维，可他知道这个很重要。
La province du Guangdong aurait alors été capable de produire jusqu'à 130 millions de porcelaines par an. Zhao Zhushi, responsable du Shebose du Fujian, prétend dans un livre que 15 pays et régions ont alors pris part au commerce de la porcelaine avec les Song du Sud. Certains considèrent cette estimation comme trop modeste. Mikamitsu Jo, un chercheur japonais, le rappelle, dès le 9e siècle, la porcelaine chinoise a atteint les villes de Mésopotamie. Comme l'exprimaient les poètes de l'époque, l'ambiance douce de Hangzhou, où l'on s'enivre d'alcool et se satisfait de copieux repas, risque de ne durer qu'un temps. La capitale se complaît dans l'abondance des richesses du sud de la Chine. Alcool, chants, danse, la région éblouit littéralement les visiteurs. Attiré par cette ambiance, un moine japonais s'est lancé dans un pèlerinage vers l'ouest. Il était loin d'imaginer ce qu'il allait trouver. Le maître Shanhui se plaît à vivre dans le mont Tiantai, dans la province du Zhejiang. À part les monastères anciens et les moines, se cache dans la montagne une variété de thé appelée le thé de nuage. Le temple Huanyan a été construit lors de la dynastie des Tang. Comme tous les jours, les disciples débutants sont en train d'étudier le Sutra du Lotus, qui constitue la doctrine fondamentale de l'école Tian du bouddhisme. Sous les Song du Sud se retrouvent souvent ici, parmi les pénitents, des moines japonais. Ceux-ci ne parlent pas bien le chinois. Après avoir débarqué à Mingzhou, ils arrivent au mont Tiantai par admiration pour l'endroit. L'un de ces moines s'appelle Eisai. La popularité du zen sous les Song s'accompagne de celle du thé dans les temples. Utile pour rafraîchir l'esprit et se purifier, il s'accorde avec la discipline du bouddhisme. La pratique de l'art du thé devient alors une étape importante pour s'entraîner au zen. Aujourd'hui, le maître Shanhui, qui a terminé tous ses cours de bouddhisme, essaie de comprendre la mise en pratique des doctrines. Eisai, lui aussi, a réfléchi au sens du zen derrière ces feuilles de thé si particulières. Impossible de deviner ce qu'il a vraiment compris. Mais grâce à ce thé, il a dû avoir un songe exceptionnel et magique, provoqué par la forme des feuilles de thé, la couleur de la boisson et les petits bols de porcelaine. À l'inverse des bols élégants et purs, aux couleurs légères, qui étaient la norme jusque-là, ce bol est tout noir. Sa glaçure laisse voir des veines fines et régulières. Rempli de thé, l'intérieur du bol ressemble à une nuit éblouissante qui scintille à travers la vapeur et l'eau. Pour les habitants de l'époque, la dégustation de thé constituait un art de vivre
qui se matérialisait dans un esprit de compétition avec ce qu'on appelait le combat de thé. Mais que sont devenus les céladons et la porcelaine laiteuse, admirés par les empereurs? Ces bols à glaçure noire ne rentrent pas dans la catégorie des céladons. Ils proviennent de Dianyang, au pied des monts Wuyi. Aussi bizarre que cela puisse paraître, on sait aujourd'hui très peu de choses sur eux. Ancien employé des fours nationaux de porcelaine de Dianyang, Xu Liao avait abandonné ce travail pour devenir chauffeur routier. Il ne s'attendait pas à reprendre son métier 20 ans plus tard. 我说我爱好，我没办法，我喜欢做，我没有把它忘记要做，真的。 3 heures du matin. Xu Liao n'a pas dormi depuis déjà 24 heures. Cette porcelaine à glaçure noire lui a demandé 3 mois de travail. La chaleur dégagée par la combustion du bois commence de la bouche du four et se poursuit jusqu'au milieu. Plus le foyer avance profondément dans le four, plus il faut faire attention à ses gestes. Le matin venu, lorsque le jour se lève, le feu peut être arrêté. Xu Liao a reproduit à l'identique les bols à glaçure noire des Song. Dans le four, le mélange de matériaux locaux et de cendres végétales forme des motifs uniques appelés fourrure de lièvre, gouttes d'huile et œil de perdrix. Pour l'empereur Huizong, les bols vert clair étaient considérés comme précieux. Quant aux bols fourrure de lièvre, il disait qu'ils étaient encore supérieurs. Cai Xiang, un maître de thé des Song, estime que les bols à glaçure noire sont les plus utiles. Mais pourquoi? La population de l'époque des Song préférait le thé blanc, à moitié fermenté et infusé sous forme de poudre. Plus blanche était sa couleur, meilleur était le thé. D'après Cai Xiang, le blanc du thé s'accordait très bien avec le noir du bol. Leur contraste aidait à distinguer la qualité du thé. Après la dynastie Ming, les manières complexes de boire du thé ont peu à peu été abandonnées et les bols fourrure de lièvre ont perdu de leur charme. Cependant, Xu Liao persiste dans son choix. Eisai a rapporté 2 choses au Japon après ses 2 ans d'études en Chine. Des graines de thé et des bols de Dianyang. À part planter ses graines, il a aussi écrit le premier livre sur le thé publié au Japon. Son nom, Rester en bonne santé en buvant du thé vert. Grâce à ce pionnier du thé au Japon, les bols de Dianyang et la manière de boire le thé sous les Song ont été conservés. Ce cérémonial a évolué peu à peu, formant ensuite ce qu'on appelle aujourd'hui au Japon le chado, la cérémonie du thé. 烹茶用的茶器非常讲究，茶花、花器，然后焚香、香气，这些都是在宋朝的时候有广面的这个所谓推广和制作。 Nagae Hidetoshi, potier japonais. Depuis la mort de son père, ce potier japonais ne boit du thé qu'avec des bols à glaçure noire de sa propre fabrication. Il fait cela en mémoire de son père disparu.
私の父が、この曜変天目の研究を始めまして、で、その死後を引き継いで、その仕事をやっているということです。Il a visité Dianyang à plusieurs reprises afin d'apprendre les techniques de fabrication de la porcelaine. Tous les matériaux qu'il utilise sont importés de Dianyang afin de fabriquer les bols les plus authentiques possibles. 失敗でそういうことの延々の連続で、かれこれ、17になりますか、コツコツと少しずつ伸びてはきたのですが、本当に苦しい日々です。Ces vieilles photos appartiennent à son père. L'atmosphère qui s'en dégage se retrouve également dans la manière qu'a le fils de travailler la pâte de porcelaine entre ses doigts. Une pâte qui aboutit enfin au final au bol Yao Bien Tianmu. Katoshiro, le pionnier de la porcelaine au Japon, a poursuivi les recherches d'Eisai sur le bol de Dianyang. Il est lui aussi venu étudier l'art chinois sous les Song du Sud. La fête de la porcelaine a lieu tous les ans à Seto. Les visages affichent un air très sérieux dans les salles principales, tandis que dans les rues, les touristes et les marchands sont plutôt détendus et joyeux. Après 5 ans d'études en Chine, Toshiro quitte le Japon. Il a découvert à Seto de l'argile de bonne qualité et a ouvert sur place un four pour fabriquer de la poterie à glaçure noire, appelée poterie de Seto. Curieusement, ce four produit non pas de la porcelaine, mais de la poterie simple. Est-ce un problème de méthode non maîtrisée, ou est-ce tout simplement parce que les Japonais préfèrent la poterie? 日本的这个茶道很讲究这个所谓的禅学，让土的结晶呢能够自然的发散出来。 Depuis la création de la porcelaine, durant 1000 ans, les poteries simples ont occupé une place importante dans toutes les civilisations du monde. En Chine, cette habileté à fabriquer la porcelaine ne se transmet qu'en famille, de génération en génération. Il reste maintenant à vendre ces objets délicats aux amateurs d'art à l'étranger. 日本では昔から中国陶磁というのは、非常に貴重なものとして、高価なものとして尊ばれてきたわけです。今でもやはりそれは変わらずですね、日本の焼き物の歴史において中国陶磁というのは常に別格の存在であったわけです。La richesse des Song a favorisé le développement technologique. Parmi les 4 grandes inventions de la Chine antique, la boussole, l'imprimerie et la poudre à canon ont été découvertes à cette époque. Un livre de l'époque atteste de la première utilisation d'une boussole pour la navigation maritime. Il faut s'appuyer sur la boussole en cas de temps couvert, conseille ainsi l'ouvrage. La boussole a permis de mener la porcelaine chinoise à l'autre bout du monde. Dans le temple Kaiyuan de Quanzhou est présenté un bateau ancien qui avait été coulé durant la dynastie des Song. Il a été remonté à la surface en 1974. Plusieurs évidences montrent que c'est un navire. Son fond pointu sert à abaisser le centre de gravité, élargir l'espace et diminuer la résistance. À plusieurs couches de cloisons étanches. Même si une cloison est transpercée et que de l'eau pénètre à l'intérieur, le navire peut donc échapper au naufrage.
Le gouvernail, à l'arrière, facilite le contrôle du navire. Équipés de 10 mâts et 10 voiles, les grands navires des Song sont capables de transporter 400 à 500 personnes et de charger 150 tonnes de marchandises. 水下考古的发掘、沉船的资料，我们可以知道，当时的那些船，其实都不是现代的这个机动船，是吧？他说一船可以运上5、6万件瓷器，一直可以运到这个印度洋，到东非。 Au fur et à mesure du développement de cette route maritime de la soie, les Européens ont eux créé une route qui va de l'océan Indien à l'Asie du Sud. Ces deux routes se sont ensuite rejointes, permettant de connecter Orient et Occident. Ce jour-là, les cales chargées de porcelaine, un navire de commerce des Song du Sud se met en route vers l'Asie du Sud-Est. « 20 000 marins partent du port de Dongping dans l'actuelle province du Guangdong. Le navire est très vite malmené par de grosses vagues. Lourd de 800 tonnes, il coule emportant avec lui ses hommes et son chargement. Le bateau a été découvert plus de 800 ans plus tard et a été nommé Nanhai-1. On ignore combien de navires sont encore présents au fond de la mer. Mais ils auront contribué, par leur tentative de repousser toujours plus loin les limites, à la prospérité de la route maritime de la porcelaine. En 1279, le premier ministre des Song du Sud s'est jeté dans la mer avec le jeune empereur Zhaobing sur ses épaules. Celui-ci avait seulement 8 ans. Ainsi s'acheva la dynastie des Song. Song du Nord, Song du Sud. Ces deux dynasties n'ont pas échappé à la chute, malgré leur richesse. Le plus surprenant aura été qu'elles aient pu durer tout de même plus de 300 ans, soit plus longtemps que les Tang. Les Song ont dû lutter contre les dynasties Liao, Jin et Xia occidentaux. Mais à la fin de la dynastie Song, aucune autre dynastie ne subsiste. Même le puissant empereur Mongke de l'Empire mongol avait trouvé la mort 20 ans auparavant dans le territoire contrôlé par les Song du Sud. La dynastie Song ne s'achève finalement qu'avec la fondation de la dynastie mongole des Yuan. L'histoire est pleine de péripéties surprenantes. La culture des Song, elle, a survécu. Elle est gravée dans les céladons délicats et les glaçures multicolores, dans la puissance du pays et le tumulte des guerres, dans les ambitions et la poésie de cette époque. Les porcelaines en constituent des témoins éternels.